Les 60 du site de la ville. Donc c'est énorme. D'habitude, un conseil municipal, on a 20 personnes. Donc ça veut donc dire que... Et 3140 personnes sont venues voir partiellement. Et je ne parle pas des gens qui sont venus le lendemain revoir en totalité ou partiellement le conseil municipal. Donc nous allons faire tous les conseils municipaux avec la plus grande transparence dans ces conditions, puisqu'on voit bien que tout le monde est intéressé par nos conseils municipaux. Bien. Nous avons des pouvoirs. Francis Blondiot donne pouvoir à Geoffroy Cantat. Yves Puré donne pouvoir à Marie Blasquez. Florence Combe donne pouvoir à Jacqueline Champion. Marie-Catherine Malté-Péraire donne pouvoir à Patrick Bongrand, qui ne va pas tarder à arriver. Et Malika Lachab donne pouvoir à Benjamin Morini. Donc nous saluons toutes les personnes qui nous regardent ce soir. Le compte-rendu du conseil municipal dernier sera voté la prochaine fois. Vous allez recevoir, on le votera la prochaine fois. Nous passons au rapport numéro 1. Le règlement intérieur du conseil municipal, c'est une obligation dans les 6 mois d'installation. Nous devons voter le... Ah oui, un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. Pauline, merci. Donc, rapport numéro 1, le règlement intérieur du conseil municipal. Nora, si tu veux bien. Merci. Règlement intérieur du conseil municipal. C'est fort. L'article L 2121-8 du Code général des collectivités territoriales CGCT prévoit l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit être adopté dans les 6 mois qui suivent son installation. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal, qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La loi précitée impose néanmoins au conseil municipal l'obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrat ou de marché prévus à l'article L 2121-12 du CGCT, ainsi que les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions orales. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le règlement intérieur du conseil municipal. Merci Nora. J'annonce l'arrivée de Patrick Bongrand, qui a un pouvoir, je lui dis, de Marie-Catherine Malté-Péraire. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le rapport numéro 2, Jacqueline Champion. Oui, voilà, ça fonctionne. Donc, acquisition de parcelles rue des Deux-Vents et incorporation au domaine public. Par l'intermédiaire d'un permis d'aménager PA 018 199 17 19 M 0001 déposé par la SARL foncière Lutin, la ville de Saint-Amand-Montrond a appris la volonté d'un promoteur d'aménager un lotissement composé de 6 lots entre la rue des Deux-Vents, 3 lots, et le quai Lutin, 3 lots également. Le plan local d'urbanisme de la ville prévoit un emplacement réservé pour l'élargissement de la voirie ER numéro 7.
Cet élargissement permettrait de faciliter l'accès aux 3 lots situés rue des Devants. Par un courrier, en date du 31 janvier 2020, la SARL foncière Lutin, représentée par M. Olivier Bouba, a sollicité la ville pour céder une partie des parcelles CB 386 et CB 387 à l'euro symbolique. Dans un courrier en date du 3 février 2020, la ville a accepté cette proposition. La superficie réelle sera déterminée par le géomètre conformément aux documents d'arpentage réalisés. Les frais seront à la charge de la ville. Les parcelles alors détachées, issues des parcelles CB 386 et CB 387, seront incorporées au domaine public. Le montant de la transaction était inférieur à 180 000. Il n'est donc pas nécessaire de solliciter l'avis du domaine. Il est proposé au conseil municipal d'acquérir les parcelles cadastrées CB 386 et CB 387 situées rue des Devants à l'euro symbolique, de classer une partie des parcelles CB 386 et CB 387 dans le domaine public et enfin d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte en la forme administrative et les documents s'y rapportant. Bien, cela permettra d'agrandir la voie publique jusqu'au bout de la rue des Devants. Ça va satisfaire les voisins du fond. Y a-t-il des remarques, des questions? Jennifer, merci. Ça marche? Oui, je me posais la question en fait de l'intérêt de construire des lotissements neufs alors que la ville de Saint-Amand possède plein de logements vides. En fait, c'était un terrain qui était relativement en friche. Je pense que là, il va y avoir 6 beaux lots et ça va permettre un bel aménagement. C'est bien situé. Ça peut servir à d'autres choses qu'à faire de la construction, surtout quand on a déjà plein de logements vides. Il y a des logements vides, mais on n'a pas de terrain à construire. Donc, pour des gens qui veulent s'installer et avoir une maison neuve, c'est l'occasion d'avoir 6 familles de plus. Et moi, je peux aussi répondre. C'est également une opération privée. Donc aujourd'hui, il est compliqué de s'opposer à une opération privée si elle est tout simplement issue d'un cadre réglementaire. On comprend votre position, mais à côté de ça, on n'a pas le droit de s'opposer tout simplement à ce type d'opération. Pas d'autres remarques? Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il 2 abstentions? Jennifer et Dominique. Y a-t-il des votes contre? Merci. Rapport numéro 3. Cession d'une parcelle. Tony. Cession d'une parcelle bâtie. Champ-Serrurier, voie communale du Pré-Morin. Par un courrier du 21 janvier 2020, M. Xavier Riot a fait la proposition d'acquérir la parcelle cadastrée BI8 pour une superficie de 1917 m², située Champ-Serrurier, voie communale du Pré-Morin, au prix de 22 000 €. L'acte devra être signé impérativement dans un délai d'1 an maximum, à compter de la délibération du conseil municipal. L'estimation de France Domaine s'élève à 22 000 €. Il est proposé au conseil municipal de céder la parcelle cadastrée BI8, située Champ-Serrurier, voie communale du Pré-Morin, au prix de 22 000 €, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte et les documents à intervenir. Bien, nous avons le même nom, mais ça s'arrête là. Y a-t-il des questions? Non, nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Merci. Rapport numéro 4. Benjamin Morini. Désaffectation, déclassement et cession d'une partie de terrain et cheminement, rue René-Sadrin, rue Robert-Lazuric, cité Didier Gerbeau. L'Office public de l'habitat du Cher, Val-de-Berry, représenté par son directeur général, M. Pascal Rigaud, a fait part, par un courrier en date du 30 juin 2020, de son souhait d'acquérir, conformément au plan joint, une partie des terrains exploités en espace vert et cheminement, d'une superficie totale de 622 m², située rue René-Sadrin, rue Robert-Lazuric, cité Didier Gerbeau, pour réaliser dans le cadre d'une opération de réhabilitation de logements le réaménagement des balcons afin de leur apporter une qualité d'usage. Les terrains en nature d'espace vert et cheminement font partie du domaine public de la commune. L'estimation de France Domaine s'élève à 1 €. Les frais de géomètre seront à la charge de Val-de-Berry. Afin de procéder à la cessation d'une partie des terrains,
la désaffectation et le déclassement de celle-ci doivent être effectués. Il est proposé au conseil municipal de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal avant cession d'une partie de terrain et cheminement 6 rue René Sadrin, rue Robert Lazuric, cité Didier Gerbeau, d'approuver la cession d'une partie de terrain et cheminement à l'Office public de l'habitat du Cher, Val-de-Berry, à l'euro symbolique, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte et les documents s'y rapportant. Bien, vous l'avez vu, il y a une réhabilitation importante de la cité Didier Gerbeau. Des balcons vont être rajoutés. L'assise des balcons se fait sur la voie publique, sur le sol, et la partie voie publique, pour cela, doit revenir à Val-de-Berry. L'intérêt qu'il y a aussi, c'est qu'actuellement, c'est entretenu par la ville, et ça le sera ensuite par Val-de-Berry. Je ne participerai pas au vote en étant président de Val-de-Berry. Je voulais simplement rappeler que Didier Gerbeau, pourquoi Didier Gerbeau? C'est un jeune de 17 ans qui a été raflé et tué avec 18 personnes le 8 juin 1944. Il était engagé dans les FFI et il était fusillé par les Allemands. Ça avait fait beaucoup d'émotions pendant quelques années à cette époque-là. Donc la cité Didier Gerbeau porte donc depuis les années 50 son nom. Y a-t-il des questions là-dessus, sur la vente des terrains à Val-de-Berry? Des remarques? Non. On va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 5, session de terrain. Raphaël Fossé. Session de terrain, lotissement Les Cégeaux. Monsieur Étienne Duchesne a manifesté par courrier en date du 28 mai 2020 son intérêt à acheter au sein du lotissement Les Cégeaux le lot numéro 9 cadastré BK 681, issu de la parcelle BK 633 pour une superficie de 570 m², au prix de 35 € le mètre carré, soit 19 950 €. L'estimation de France Domaine pour la parcelle BK 681, issue de la parcelle BK 633, s'élève à 35 € le mètre carré. Considérant que pour valider la présente cession, l'acte devra être signé impérativement dans un délai d'1 an maximum, à compter de la délibération du conseil municipal. Considérant que la commune se réserve le droit de demander la restitution des terrains dans les conditions identiques à celles de la vente, dans le cas où la demande de permis de construire ne serait pas déposée dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte, et dans le cas où les travaux de construction au sens de l'article R 424-17 du Code de l'urbanisme ne seraient pas entrepris à l'échéance de 3 années à compter de la date de délivrance de l'arrêté autorisant la construction. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 année. Les frais d'acte générés par ce second transfert de propriété seront intégralement supportés par l'acquéreur initial auprès de la commune. Il est proposé au conseil municipal de céder le lot ci-dessus cité cadastré BK 681, lot issu de la parcelle cadastrée BK 633 à M. Étienne Duchesne au prix de 33 € le mètre carré. D'autoriser M. le maire à signer les actes et les documents à intervenir. 35 € le mètre carré. Donc, il y avait donc 19 lots, il n'en reste plus que 3. Il y a une demande pressante effectivement de terrain sur Saint-Amand. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je n'en vois pas, on va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 6, session de parcelle, Sandrine Kostadinov. Session de parcelle rue Saint-Éloi. Par un courrier en date du 27 avril 2020, monsieur et madame Desemberg ont manifesté leur intérêt d'acquérir les parcelles cadastrées BT 201 et BT 203 situées rue Saint-Éloi d'une superficie de 1873 m². L'estimation de France Domaine s'élève à 19 000 €. Par un courrier en date du 6 mai 2020, la ville a transmis une proposition s'élevant à 19 000 €. Monsieur et madame Desemberg ont accepté la proposition par un courrier en date du 13 mai 2020. Pour valider la présente cession, l'acte devra être signé impérativement dans un délai d'1 an maximum à compter de la délibération du conseil municipal. La ville se réserve le droit de demander la restitution du terrain dans les conditions identiques à celles de la vente dans le cas où
La demande de permis de construire ne serait pas déposée dans un délai de 6 mois à compter de la signature de l'acte, et dans le cas où les travaux de construction au sens de l'article R 424-17 du Code de l'urbanisme ne seraient pas entrepris à l'échéance de 3 années, à compter de la date de délivrance de l'arrêté autorisant la construction. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à 1 année. Les emprises de terrain qui excéderaient 1000 m² ne seraient pas aménagées dans une période de 5 ans à compter de la date de signature de l'acte. Les frais d'acte générés par ce second transfert de propriété seront intégralement supportés par l'acquéreur initial auprès de la ville. Il est proposé au conseil municipal de céder les parcelles cadastrées BT 201 et BT 203 situées rue Saint-Éloi d'une superficie de 1873 m² pour un prix de 19 000 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte et les documents intervenants. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 7. Le PLUIH, Patrick Bongrand. Plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de PLUIH. La communauté de communes Cœur de France a prescrit le 30 octobre 2015 l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat. L'élaboration de ce document est l'occasion de traduire une vision commune, un projet politique à moyen terme pour le développement et l'aménagement du territoire communautaire et d'affirmer un positionnement et une ambition pour le territoire de Cœur de France vis-à-vis des territoires voisins et en particulier du Sud-Cher. Le Conseil communautaire a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PAD, lors de sa séance du 28 juin 2018. Le PAD affirme la volonté des élus de conforter et de renforcer l'attractivité de Cœur de France pour amplifier le rayonnement du bassin de vie et la réalité économique du territoire sur le Sud-Cher. Le projet de territoire prend appui sur une dynamique économique élargie et un cadre de vie recherché pour renouer avec un développement résidentiel dans un environnement et un paysage préservé et authentique. Le PAD, débattu en conseil communautaire et dans chaque conseil municipal des communes membres, s'articule et se décline en 3 orientations principales. Axe numéro 1. Valoriser un territoire de savoir-faire et l'innovation pour amplifier les dynamiques économiques locales. Axe 2. Renforcer un cadre de vie rural attractif qui prend appui sur un pôle urbain affirmé et une campagne vivante. Axe 3. Amplifier un capital récréatif, culturel et patrimonial pour affirmer Cœur de France comme un espace touristique et de loisirs du Sud-Cher. Lors de la séance du 15 février 2019, le Conseil communautaire a été invité à arrêter le projet de PLUIH afin que celui-ci soit soumis à l'avis des communes, des personnes publiques associées, puis à l'avis du public dans le cadre de l'enquête publique. Suite à l'avis défavorable de la préfecture au projet de PLUIH arrêté, avis daté du 9 août 2019, et aux réunions de travail du 15 novembre, du 4 décembre et du 30 décembre 2019, la communauté de communes a décidé d'apporter des évolutions au projet de PLUIH et de soumettre de nouveau le projet PLUIH au vote du Conseil communautaire. Les évolutions apportées n'ont pas remis en cause les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, le PAD, retenu par le Conseil communautaire et débattu en Conseil communautaire et dans chaque conseil municipal du territoire de Cœur de France. Ces évolutions portaient essentiellement sur la consommation d'espace. Donc vous avez un tableau, en fait, sur le précédent arrêt projet du 15/02/2019, la consommation d'espace était de 65,8 hectares. Ce projet a été donc retoqué et le nouveau projet, validé le 28/02/2020, donne une consommation d'espace réduite à 44,5 hectares, avec une répartition en habitat et en économie, comme vous le voyez. Par la délibération en date du 28 février 2020, le Conseil communautaire a décidé d'arrêter le projet du PLUIH tel que suspensionné. Les articles L153-15 du Code de l'urbanisme
prévoit que les communes membres de la communauté de communes sont amenées à émettre un avis sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement, écrit ou graphique, qui la concernent directement. Ainsi, la ville de Saint-Amand-Montrond a reçu un exemplaire numérique du PLUIH arrêté. Il est donc proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable au PLUIH, projet arrêté et note synthétique envoyée avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020. Chaque commune de la communauté de communes est appelée à valider ce PLUIH. Y a-t-il des questions? Dominique? Oui, à la lecture de l'annexe, donc il y a des points qui semblent positifs, mais je prendrai par exemple ce qui a été dit sur l'importance de la gare de Saint-Amand-Montrond-Orval. Donc il y a des points positifs, hein, effectivement, mais il n'y a pas que ça pour nous. Il y a notamment le fait que ce soit une structure intercommunale, hein, donc où les élus de la ville de Saint-Amand ont une possibilité moindre d'intervenir. Et puis, il y a toujours la consommation d'espace, hein, même si ça a été revu à la baisse. Donc, on ne votera pas pour ce PLUIH. Merci. Jennifer. Et si je peux me permettre, garder des terres agricoles dans une ville comme Saint-Amand, ce serait hyper important. Et consommer encore de l'espace pour faire encore des bâtis, c'est absolument pas tenable. Au niveau écologique, c'est pas tenable. C'est le rôle justement de ce plan, c'est de protéger les espaces agricoles. Bien, nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? 2. Dominique? Une abstention, Dominique. Y a-t-il des votes contre? Un vote contre, Jennifer. Merci. Rapport numéro 8, cession de parcelles, Didier Devassine. Cession de parcelles avenue des Carmes. La communauté de communes Cœur de France, représentée par sa vice-présidente, a manifesté par courrier en date du 4 février 2020 son intérêt à acquérir pour partie les parcelles cadastrées BI 109, BI 150, BI 22, BI 116 et BI 119 pour une superficie totale d'environ 14 214 m², 6 avenue des Carmes dans la zone d'aménagement concerté des Carmes au prix de 2 € le m², soit un montant d'environ 28 428 €. L'estimation de France Domaine s'élève à 2 € du m². Cette cession s'inscrit dans le transfert de compétences, action de développement économique et a pour but l'installation d'entreprises. La superficie réelle sera déterminée par le géomètre. Il est proposé au conseil municipal de céder pour partie les parcelles cadastrées BI 109, BI 150, BI 22, BI 116 et BI 119 pour une superficie totale d'environ 14 214 m², 6 avenue des Carmes dans la zone d'aménagement concerté des Carmes au prix de 2 € le m² pour un montant d'environ 28 428 €. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte en la forme administrative et les documents s'y rapportant. Merci. 5 entreprises sont en attente d'installation à cet endroit. Y a-t-il des remarques ou des questions? Jennifer. Alors, moi, je me pose la question de savoir si on aura un droit de regard, justement, par la communauté de communes sur les entreprises qui s'installent. Parce que les entreprises qui s'installent, c'est très important, et ça, je suis tout à fait d'accord, mais pas n'importe lesquelles. Et donc, le fait de transférer, en fait, ces terrains-là fait que nous, en tant que Saint-Amandois, on a moins de pouvoir aussi pour agir si jamais il y a un problème. L'économie, c'est la communauté de communes, et les entreprises qui s'installent sont des entreprises du secteur de Saint-Amand, autour de Saint-Amand. Ce n'est pas le problème de où elles viennent, c'est ce qu'elles vont faire. Il n'y a rien de chimique. Non, il n'y a pas de souci sur ces entreprises de ce que je sais. Mais nous pourrons en discuter sans problème. On procède au vote. Y a-t-il des abstentions? 2 abstentions. Dominique, Jennifer. Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 9. Élection des délégués du syndicat d'énergie du Cher, le SDE 18. Conformément à l'article 4 des statuts du syndicat d'énergie du Cher, le conseil municipal doit désigner en son sein 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Une liste est proposée au vote. 2 délégués titulaires, Lionel Delhomme, Marie-Claire Le Cire-Bonin, et 2 délégués suppléants, Florence Combe et Didier Devassine. Il est demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat d'énergie du Cher. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Non. Je vous remercie.
Rapport numéro 10. Élection des délégués du syndicat mixte du Pays Berry Saint-Amandois, Lionel Delhomme. Élection des délégués du syndicat mixte du Pays Berry Saint-Amandois. Conformément au statut de mars 2020 du Pays Berry Saint-Amandois, article 5.1.1.1, le conseil municipal doit désigner en son sein un délégué titulaire et un délégué suppléant. Une liste est proposée au vote. Un délégué titulaire, Emmanuel Oriotte. Un délégué suppléant, Francis Blondiot. Il est demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat mixte du Pays Berry Saint-Amandois, liste envoyée avec la synthèse de jeudi 2 juillet 2020. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 11. Élection du syndicat intercommunal de construction et de gestion des collèges. Marie-Claire Bonin. Conformément à l'article L5212-7 du Code général des collectivités territoriales, à la délibération du syndicat intercommunal de construction et de gestion des collèges de Saint-Amand, SICGC, du 11 janvier 2008, et à l'arrêté préfectoral numéro 2008-1-1344 du 28 octobre 2008, modifiant les statuts du SICGC, le conseil municipal doit désigner en son sein un délégué titulaire et un délégué suppléant. Une liste est proposée au vote. Un délégué titulaire, Emmanuel Riotte. Un délégué suppléant, Sophie Cuinière. Il est demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat intercommunal de construction et de gestion des collèges de Saint-Amand. Merci. Y a-t-il des remarques? Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Jean-Pierre Potser, donc élection des délégués du syndicat intercommunal d'eau potable. Ce n'est pas le CIVOM, c'est l'ancien nom de CIVOM, c'est le CIVU, syndicat intercommunal à vocation unique. Élection des délégués du syndicat intercommunal d'eau potable et de Saint-Amand-Orval, CIVU. Conformément au statut du syndicat intercommunal d'eau potable de Saint-Amand-Orval, le conseil municipal doit désigner en son sein 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Une liste est proposée au vote. 2 délégués titulaires, Emmanuel Riotte, Francis Blondiot. 2 délégués suppléants, Patrick Bongrand, Tony Young. Il est demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat intercommunal d'eau potable de Saint-Amand, Orval. Liste envoyée avec la synthèse du jeudi 2 juillet 2020. Merci. Y a-t-il des remarques? Non. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 13. Élection des délégués du syndicat mixte du canal de Berry. Aurélie Cousin. Conformément au statut du syndicat mixte du canal du Berry modifié par l'arrêté interpréfectoral numéro 2019-1-279 en date du 27 mars 2019, le conseil municipal doit désigner en son sein 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Une liste est proposée au vote. 2 délégués titulaires, Lionel Delhomme, Marie-Claire Le Cire-Bonin, et 2 délégués suppléants, Florence Combe et Didier Devassine. Il est demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat mixte du canal de Berry, liste envoyée avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020. Merci. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 14. Élection des délégués du syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses affluents. Sophie Cuinière. Conformément à l'article L5212-7 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal doit désigner en son sein 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Une liste est proposée au vote avec 2 délégués titulaires, Lionel Delhomme et Marie-Claire Le Cire-Bonin, et 2 délégués suppléants, Florence Combe et Didier Devassine. Il est donc demandé au conseil municipal d'élire les délégués du syndicat intercommunal d'aménagement de la Loire et de ses affluents. La liste envoyée avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci.
Rapport numéro 15, élection des membres du conseil d'administration du centre culturel de rencontre de Noirlac. Philippe Marme. Élection des membres du conseil d'administration du centre culturel de rencontre de Noirlac. Conformément au statut du 27 mars 2018, le conseil municipal doit désigner en son sein 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Une liste est proposée au vote. 2 membres titulaires, Raphaël Fossé, Sophie Cuinière. 2 membres suppléants, Marie-Catherine Malter-Pirer, Sandrine Kostalinov. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres du conseil d'administration du centre culturel de rencontre de Noirlac. Y a-t-il des remarques? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 16, élection du membre titulaire du conseil d'administration du foyer des jeunes travailleurs. Pauline Berthelot. Conformément au statut du 18 janvier 2008 du foyer des jeunes travailleurs de Saint-Amand-Montrond, le conseil municipal doit désigner en son sein un membre titulaire. Il est proposé d'élire Madame Florence Combe. Il est demandé au conseil municipal d'élire le membre titulaire du conseil d'administration du foyer des jeunes travailleurs de Saint-Amand-Montrond. Y a-t-il des remarques? Non. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 17, élection du membre titulaire du conseil d'établissement de la maison de retraite du Champ-Nadeau. Geoffroy. Élection du membre titulaire du conseil d'établissement de la maison de retraite du Champ-Nadeau, du conseil de la vie sociale de centre de cure médicale de la Croix-Duché. Conformément à l'article L 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des organismes extérieurs dans le cas et conditions prévues par ce code et les textes régissant ces organismes. 1. Conseil d'établissement de la maison de retraite du Champ-Nadeau. Il convient d'élire un membre titulaire pour siéger au sein de ce conseil. Il est proposé d'élire Madame Noura Anglade. 2. Conseil de la vie sociale du centre de cure médicale de la Croix-Duché. Il convient d'élire un membre titulaire pour siéger au sein de ce conseil. Il est proposé d'élire Madame Marie-Claire Lessière-Bonin. Il est demandé au conseil municipal d'élire le membre du conseil d'établissement de la maison de retraite du Champ-Nadeau, proposition envoyée avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020, d'élire le membre du conseil de la vie sociale du centre de cure médicale de la Croix-Duché, proposition également envoyée avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020. Y a-t-il des remarques? Non. Si vous le voulez bien, on fait un vote pour les deux. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Rapport 18, élection du délégué titulaire à l'Assemblée générale de François. Conformément à l'article L 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par ce code et les textes régissant ces organismes. Il convient d'élire un délégué titulaire à l'Assemblée générale de François. Il est proposé d'élire M. Francis Blondiot. Il est demandé au conseil municipal d'élire le délégué titulaire à l'Assemblée générale de François. Y a-t-il des questions? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 19, élection des membres du CDAD. Raphaël. Élection des membres du conseil départemental de l'accès au droit, CDAD. Conformément à l'article 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par ce code et les textes régissant ces organismes. Il convient d'élire un membre titulaire et un membre suppléant au conseil départemental de l'accès au droit. Une liste est proposée au vote. Premier membre titulaire Emmanuel Riotte, un membre suppléant Didier de Bassine. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres du conseil départemental de l'accès au droit. Le maire y est de droit. Y a-t-il des remarques? Non. Procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 20. Élection des membres du CLIS. Et c'est Benjamin. Élection des membres de la commission locale d'information et de surveillance, CLIS. Conformément à l'article L 2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal
pour siéger au sein des organismes extérieurs dans le cas et conditions prévues par le Code et les textes régissant ces organismes. Il convient d'élire un membre titulaire et un membre suppléant à la commission locale d'information et de surveillance du centre de stockage des déchets ménagers et assimilés d'Orval. Une liste est proposée au vote. Un membre titulaire, Lionel Delhomme. Un membre suppléant, Tony Jung. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres de la commission locale d'information et de surveillance. Y a-t-il des remarques? Non, nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 21, élection des membres de la mission locale. Et c'est Philippe Marbre. Rapport numéro 21. Élection des membres siégeant à la mission locale. Conformément à l'article L2122-25 du Code général des collectivités territoriales, le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein des organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par ce code et les textes régissant ces organismes. Il convient d'élire un membre titulaire et un membre suppléant siégeant à la mission locale. Une liste est proposée au vote. Un membre titulaire, Geoffroy Cantat. Un membre suppléant, Malika Lachab. Il est demandé au conseil municipal d'élire les membres siégeant à la mission locale. Y a-t-il des remarques? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 22. Élection d'un membre siégeant à la Société d'économie mixte Territoria SEM Territoria. Tony. Élection d'un membre siégeant à la Société d'économie mixte Territoria, SEM Territoria. La Société d'économie mixte Territoria répond pour le territoire du Cher aux besoins de développement économique, de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, de transition démographique, vieillissement de la population, d'équipements publics et cadres de vie, et d'aménagement touristique. Monsieur le maire rappelle que la collectivité est actionnaire de la Société d'économie mixte Territoria. De ce fait, la collectivité a droit à une représentation par le biais de l'Assemblée spéciale des collectivités, constituée en application des dispositions de l'article L. 1524-5, alinéa 3 du Code général des collectivités territoriales. Suite aux élections municipales, il convient de procéder à la désignation d'un représentant à l'Assemblée spéciale de la Société Territoria. Il est proposé d'élire M. Geoffroy Cantat. Il est demandé au conseil municipal d'élire le membre siégeant à la Société d'économie mixte Territoria, d'autoriser ce membre à représenter la collectivité à l'Assemblée spéciale des collectivités et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires, d'autoriser ce membre à accepter toute fonction qui pourrait lui être confiée par l'Assemblée spéciale et ou par le conseil d'administration ou son président. Y a-t-il des remarques? Non. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 23. Indemnité du maire, des adjoints et d'un conseiller municipal délégué. Le conseil municipal a délibéré le samedi 23 mai 2020 afin de fixer le montant des indemnités du maire et des adjoints. Conformément aux articles L2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les indemnités du maire et des adjoints sont fixées en référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Elles peuvent être majorées de 20% pour les communes chefs-lieux d'arrondissement. Aussi, les taux maximums retenus étaient les suivants. Pour le maire, 55% plus 20%. Pour les adjoints, 22% plus 20%. Un conseiller municipal s'est vu attribuer par le maire diverses délégations supposant un investissement personnel important. Organisation des cérémonies patriotiques, mission de correspondant défense, témoin des exhumations administratives réalisées dans les 2 cimetières, signature des certificats liés à la mise en reliquaire des restes mortuaires. En conséquence, je souhaite allouer à ce conseiller municipal délégué une indemnité de fonction supposant la révision des indemnités allouées aux adjoints. Les taux proposés sont les suivants. Pour le maire, 55% plus 20%. Pour les adjoints, 21,25% plus 20%. Pour le conseiller délégué, 6% plus 20%. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à compter du 1er août 2020 à appliquer les taux proposés ci-dessus pour les indemnités du maire, des adjoints et du conseiller municipal délégué. Majorer de 20% ces indemnités selon les articles L2123-22 et R2123-23 du Code général des collectivités territoriales pour les communes chefs-lieux d'arrondissement. Appliquer la revalorisation automatique dans les mêmes conditions que pour les traitements de la fonction publique.
Les indemnités sont jointes au rapport. Je veux une totale transparence. Ce n'était pas le cas avant. Donc, y a-t-il des remarques? Dominique. Oui, c'est la même chose que le 23 mai, donc nous ne voterons pas pour. Pour nous, c'est un mauvais signal à envoyer. Hein, non pas que nous remettons en cause le travail qui est effectué. Hein, évidemment, il y a de quoi faire, c'est pas la question. La question, c'est l'augmentation de 20% qui nous semble pas justifiée. La semaine dernière, nous avons par exemple évoqué la question des indemnités Covid pour le personnel. Je trouve que c'est particulièrement déplacé. Donc je voterai contre cette augmentation. Alors ça n'a rien de personnel, hein. C'est une décision, on va dire, politique. D'autres remarques? Les 20%, je l'ai dit l'autre fois, ça a toujours été comme ça. On est une commune de 10 000 habitants. Les indemnités sont de 20% supérieures à une commune de quelques centaines ou milliers d'habitants. Je vous ai dit l'autre jour, j'avais calculé à la louche que ça faisait une économie de 45 000 € par an. J'ai eu un correctif, c'est 54 000 € par an, le fait qu'on soit moins d'élus et qu'on soit descendu en dessous de 10 000 habitants. D'autres remarques? Non. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Vote contre de Dominique et Jennifer. Merci. Rapport numéro 24. Inscription au budget des crédits nécessaires pour l'engagement d'un collaborateur de cabinet. Régi par l'article 110 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ainsi que par le décret numéro 87-1004 du 16 décembre 1987, modifié relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales. Le collaborateur de cabinet est recruté in tuitu personae en fonction de la personne par l'exécutif local auprès duquel il exercera ses fonctions. Les conditions de recrutement. Les articles 10 à 13.1 du décret susmentionné prévoient que l'effectif maximal est limité en fonction de la strate démographique de la collectivité. En conséquence, une personne peut être recrutée dès lors que la population de la commune de Saint-Amand-Montrond est inférieure à 20 000 habitants. Création de l'emploi. Conformément à l'article 34 de la loi susmentionnée, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Aussi, le poste de collaborateur de cabinet est inscrit dans le tableau des effectifs. Conditions de rémunération. Conformément au décret susmentionné, la décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine le montant de ses rémunérations ainsi que les éléments qui servent à la déterminer. La rémunération individuelle de chaque collaborateur de cabinet est fixée par l'autorité territoriale. Elle comprend un traitement indiciaire, le supplément familial de traitement de droit dès lors que l'agent remplit les conditions réglementaires, le cas échéant des indemnités. Il convient de préciser que la nouvelle bonification indiciaire ne peut être attribuée aux collaborateurs de cabinet. En effet, ces fonctions ne font pas partie de celles ouvrant droit à la perception de celle-ci. Le plafonnement de la rémunération de base du collaborateur de cabinet ne peut être supérieure à 90% du traitement correspondant à l'indice terminal de l'emploi administratif fonctionnel de direction le plus élevé occupé par un fonctionnaire de la collectivité. En cas de vacance dans l'emploi fonctionnel, le collaborateur de cabinet conservera à titre personnel la rémunération fixée conformément aux dispositions qui précèdent. Le plafonnement des indemnités. Les primes allouées aux collaborateurs de cabinet ne peuvent dépasser 90% du montant maximum du régime indemnitaire institué par l'Assemblée délibérante de la collectivité et servi aux fonctionnaires titulaires de l'emploi fonctionnel. Cas particulier, si le collaborateur de cabinet est un fonctionnaire détaché, il peut bénéficier du maintien de la rémunération qu'il percevait dans son dernier emploi, si cela lui est plus favorable. Le maintien concerne tous les éléments de rémunération, y compris le régime indemnitaire. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à inscrire au budget les crédits nécessaires au recrutement d'un collaborateur de cabinet. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. On va procéder au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, merci. Rapport numéro 25, la formation des élus. Philippe Marne. Formation des élus. L'article L. 2123-12 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
En conséquence, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Il est proposé au conseil municipal un projet de règlement intérieur pour la formation des élus. Il a pour objectif d'organiser et de rationaliser l'utilisation des crédits votés annuellement pour permettre l'exercice par chacun des membres du conseil de son droit, sans faire de distinction de groupe politique, de majorité ou de minorité ou d'appartenance à une commission spécialisée. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de règlement intérieur pour la formation des élus, envoyé avec la synthèse du jeudi 2 juillet, d'inscrire au budget les crédits nécessaires, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des remarques? Vous procédez donc au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Merci. Rapport numéro 26. Virement de crédit sur l'exercice 2019. Jean-Claude Launay. Les articles L 2322-1 et L 2322-2 du Code général des collectivités territoriales prévoient l'inscription et le montant d'inscription en dépenses imprévues pouvant être employées par Monsieur le maire. La procédure des dépenses imprévues autorise donc Monsieur le maire à effectuer des virements du chapitre de dépenses imprévues 022 aux autres chapitres à l'intérieur d'une section. Afin de régulariser sur l'exercice 2019 diverses dépenses en section de fonctionnement et en accord avec le trésorier, il a été nécessaire d'effectuer des virements de crédit du chapitre 022 dépenses imprévues vers le chapitre 014 atténuation de produits pour les montants nécessaires. Crédit à réduire en dépenses. Chapitre 014 moins 360 euros, ajustement, dégrèvement, taxes foncières non bâties sur jeunes agriculteurs. Sur le chapitre 022, moins 37 484, diminution des dépenses imprévues et affectation des crédits pour régularisation FPIC et dégrèvement contribution directe, soit un total de crédits à déduire, moins 37 844. Les crédits à ouvrir en dépenses, sur le chapitre 014, donc le même montant, 37 844, décomposé en plus 353, plus 2625 et plus 34 866 euros. Ces écritures ont été régularisées par mandat administratif. Il est demandé au conseil municipal de prendre acte des virements de crédit sur dépenses imprévues. Il n'y a pas de vote, c'est prendre acte, mais s'il y a des questions ou des remarques. Non, merci. Rapport numéro 27, élection du président de séance pour le vote des comptes administratifs, budget ville, camping et cinéma. Selon l'article L 2121-14 du Code général des collectivités territoriales, le maire ne pouvant lui-même présenter ni voter les comptes administratifs 2019 au conseil municipal, il est nécessaire d'élire un président de séance. Toutefois, le maire pourra assister au débat, mais pas à la délibération. Ainsi, il est proposé à Mme Jacqueline Champion d'être présidente de séance. Il est donc demandé au conseil municipal d'élire Mme Champion comme présidente de la séance de vote des comptes administratifs. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Merci. Rapport 28, Jean-Claude. Rapport 28, compte administratif 2019, budget principal ville et budget annexe camping et cinéma. Conformément au Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12, L 2311-5 et R 2311-11 et suivants, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Suite à l'arrêt des comptes de la collectivité, les comptes administratifs présentés par Monsieur le maire font apparaître les éléments et les résultats de clôture après transmission du compte de gestion établi par le comptable au plus tard le 1er juillet 2020.
Conformément à l'ordonnance numéro 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 et notamment son article 4, le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020, date limite, compte habituellement le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Il s'agit pour le Conseil municipal d'examiner les résultats des comptes administratifs 2019 de chaque budget présenté ci-dessous, de prendre connaissance des conditions d'exécution dans la note brève et synthétique jointe en annexe. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'ensemble de la comptabilité qui lui est soumise et de voter les comptes administratifs 2019 du budget principal, ville et des budgets annexes, camping et cinéma. Avant de procéder au vote, donc, je vais demander à Monsieur le maire de bien vouloir se retirer, car il ne peut pas prendre part au vote. Merci. Bon, chers collègues, je vous demande donc de vous prononcer sur ces comptes administratifs. Donc, y a-t-il des abstentions? Non. Y a-t-il des votes contre? Non. Donc, votez à l'unanimité. Merci. Monsieur le maire, donc les comptes administratifs ont été votés à l'unanimité. Merci bien. Rapport numéro 29, le compte de gestion 2019. Jean-Claude. Compte de gestion 2019, budget principal ville et budget annexe camping et cinéma. Conformément au Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 1612-12 et suivants, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif, conformément à l'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2019 réalisées par la ville et reprises par Monsieur le receveur percepteur, celui-ci a procédé à toutes les opérations qui lui ont été prescrites et a comptabilisé les écritures. Conformément à l'identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs de la ville et des comptes de gestion, l'ensemble des résultats concorde avec les comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes camping et cinéma. Considérant que les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes camping et cinéma n'appellent aucune observation et aucune réserve. Les comptes de gestion 2019 établis par Monsieur le receveur percepteur font apparaître les résultats suivants. Ville, section d'investissement, 333 464,82 €. En section de fonctionnement, plus 2 837 096,43 €. Camping, moins 13 047,13 €. Section de fonctionnement, plus 18 338,69 €. Cinéma, plus 15 680,38 €. En section de fonctionnement, plus 15 138,67 €. Ces résultats sont identiques au compte administratif 2019. Reste à réaliser en investissement déduit. Il est proposé au conseil municipal
d'approuver les comptes de gestion 2019 du budget principal, ville et des budgets annexes, camping et cinéma. Bien, nous allons procéder au vote pour valider les comptes de gestion établis par monsieur le receveur percepteur. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Rapport numéro 30, l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2019, budget annexe camping, Jean-Claude. Conformément au Code général des collectivités territoriales et à l'article L 2311-5 qui dispose que les résultats de l'exécution budgétaire sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M14 et plus particulièrement le tome 2, titre 3, chapitre 5 sur la détermination du résultat de la section de fonctionnement prévoyant que l'autorité délibérante doit affecter le résultat de la section de fonctionnement apparaissant au compte administratif à la clôture de l'exercice 2019. Considérant qu'à l'examen des résultats des comptes administratifs, il apparaît un excédent de fonctionnement et un déficit d'investissement, et considérant que le besoin de la section d'investissement s'analyse en tenant compte des restes à réaliser. Considérant qu'à la clôture du compte administratif 2019, le résultat de fonctionnement cumulé est de plus 18 338,69 € et le résultat d'investissement cumulé est de moins 13 047,13 €. Il est donc nécessaire de procéder à l'affectation des résultats de fonctionnement de l'exercice 2019 pour le budget annexe camping. Ces résultats peuvent être affectés en tout ou partie, soit au financement de la section de fonctionnement, soit au financement de la section d'investissement. Il est proposé d'affecter les résultats comme suit. Une part de l'excédent de fonctionnement, soit 13 047,13 € au financement de la section d'investissement en priorité. Cette affectation sera constatée au budget primitif 2020 par l'émission d'un titre de recette au compte 1068. Le solde de l'excédent de fonctionnement, soit 5 291,56 € en report à la section de fonctionnement, sera imputé au compte 002 excédent reporté et repris dans le cadre du budget primitif 2020. Il est proposé au conseil municipal d'affecter les résultats comme proposé ci-dessus et selon le calcul joint. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Rapport numéro 31, consultation de provisions pour risques. Constitution de provisions pour risques et charges. Suite au passage à la nomenclature budgétaire et comptable, M57 au 1er janvier 2020, la collectivité a opté par délibération en date du 2 juillet 2020 pour le régime de droit commun, régime de provision semi-budgétaire. La constitution de provision comptable est une dépense obligatoire et son champ d'application est précisé à l'article R 2321-2 du Code général des collectivités territoriales. Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de fonctionnement des collectivités, le CGCT rend nécessaires les provisions, notamment dans les cas suivants. Ouverture d'un contentieux en première instance de la commune. Travaux d'entretien importants des équipements, ascenseurs, chaudières, électricité. Travaux d'entretien des couvertures. Travaux d'entretien des aménagements extérieurs. Aussi, il est proposé de constituer les provisions suivantes. Travaux d'entretien des systèmes de chauffage. Montant à inscrire sur l'exercice budgétaire 2020, 260 000 €. Sur l'article comptable, 6 815. Travaux d'entretien des couvertures, 200 000 €. Article comptable, 6 815 toujours. Ouverture d'un contentieux en première instance, dossier 2105-1,
Ville de Saint-Amand-Moron, 40 000 €, article 6815. Et créances irrécouvrables, 60 000 €, article 6815. Montant total des provisions, 560 000 €. Il est proposé au conseil municipal de valider la constitution des provisions comme présenté ci-dessus. D'inscrire les crédits correspondant à l'article 6815, dotation aux provisions pour risques et charges de fonctionnement sur le budget principal de la ville. D'autoriser Monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci Jean-Claude. Y a-t-il des remarques? Dominique. Oui, merci. Sur la question du contentieux, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Et puis sur les créances, la ligne en dessous, hein, parce que voilà, pour avoir quelques informations, puisqu'on n'a rien d'autre. Oui. Alors, pour le contentieux, c'est un litige qu'il y a avec un agent qui date de 2009, donc on ne peut pas citer ce nom d'agent. On met une prévision de 40 000 pour une affaire qui va se terminer bientôt. Alors pour les créances irrécouvrables, en fait, c'est lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré ce que le comptable a engagé comme procédure. Donc une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune, selon les informations transmises par le comptable public. Autre remarque? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non, je vous remercie. Subvention 2020 aux associations. Geoffroy. Donc, subvention 2020 aux associations. Conformément au Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2121-29 et L 2311-7, conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, conformément à l'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 et au décret d'application numéro 2001-495 du 6 juin 2001, l'attribution des subventions supérieures à 23 000 € doit faire l'objet d'une convention avec l'organisme bénéficiaire. Sont concernées les associations suivantes. Le comité des fêtes pour 40 000 €, l'association sportive Saint-Amandoise Foot pour 70 000 €, le foyer des jeunes travailleurs pour 50 000 €. Ces montants correspondent au total alloué pour l'année 2020. Il est demandé au conseil municipal d'attribuer les subventions proposées ci-dessus, étant envoyées avec la synthèse le jeudi 2 juillet 2020, d'inscrire les crédits nécessaires au budget et d'autoriser Monsieur le maire à signer les conventions fixant les conditions d'attribution de ces subventions et tous les documents s'y rapportant. Y a-t-il des remarques? Jennifer? Alors moi je pense qu'on va s'abstenir avec Dominique parce qu'on aurait bien aimé en fait être concerté pour savoir en fait justement comment sont allouées ces subventions et pourquoi ces associations-là plutôt que d'autres. Moi je pense que c'est important de répartir pour tout le monde et il y a de très grosses subventions et peut-être qu'il y a d'autres associations qui en auraient besoin aussi. Oui, on doit passer celles-ci au conseil municipal parce qu'elles sont plus de 23 000. Le comité des fêtes, 40 000 €. C'est quand même le comité des fêtes qui anime la ville tout au long de l'année. L'association sportive foot, il y a un changement de président, il y a un changement de direction, de bureau et il y a des engagements forts. Plus de 300 élèves, on a décidé d'encourager un club sportif tous les ans. Donc cette année c'est le foot, on verra pour l'année prochaine lequel sera. Mais nous pourrons voir ça effectivement pour les prochaines fois, sans problème. Et puis le foyer des jeunes, c'est une convention qui est avec eux, c'est tous les gens 50 000 € dont ils ont vraiment besoin. Oui, je disais juste ça parce qu'on n'a pas eu de concertation. Donc forcément, moi, n'ayant pas pu voir justement l'intégralité des associations de la ville, je ne peux pas me prononcer. Ok, merci. Marie? Oui, je pense que tu as en partie répondu à la question que je voulais poser. Pourquoi l'ASSA a une subvention si importante cette année par rapport aux autres années, parce que ça fait quand même un grand bond. Donc est-ce qu'il y avait une manifestation particulière ou un projet particulier? C'était ça ma question. Il y a des enjeux, donc nouvelle direction, avec des objectifs d'emmener les jeunes au meilleur niveau pour chacun d'eux. Donc on va faire des rencontres avec la direction, une par trimestre, avec des objectifs. Donc cette année c'est le foot. Je ne sais pas quel sera le club qui sera soutenu l'année prochaine, j'ai quelques idées, mais on pourra éventuellement voir ça ensemble, c'est ce que je souhaite.
D'autres remarques? Nous procédons au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? 2. Dominique et Jennifer. Y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas. Je vous remercie. Le rapport numéro 33, la convention avec l'association Le Relais. Nora, s'il te plaît. Convention avec l'association Le Relais. L'association Le Relais a créé un poste d'intervenant social en gendarmerie afin de lutter contre les violences intrafamiliales. Ce dispositif a une vocation partenariale avec les communes et en appui aux maires dans le cadre des attributions spécifiques en matière de police et en sa qualité d'officier de police judiciaire. La ville de Saint-Amand-Montrond souhaite participer à cette action et contribuer financièrement à cette initiative dont l'objet majeur est la continuité de ce poste en zone gendarmerie. Monsieur le maire propose donc d'attribuer une aide financière de 1 200 € sous forme de subvention. Une convention est proposée afin de définir les conditions dans lesquelles la ville apporte son soutien à cette action que l'association entend poursuivre conformément à ses statuts. Elle fixe l'objet, les engagements ainsi que les droits et obligations de l'association dans l'utilisation des fonds publics qui lui sont alloués par la ville. Il est demandé au conseil municipal de valider la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer ainsi que tout document s'y rapportant. Ce poste d'intervenant social est extrêmement important pour la gendarmerie. C'est une participation. Y a-t-il des remarques? Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 34. Mise en place de la gestion d'opérations par autorisation de programme, AP et de crédit de paiement. Jean-Claude. Les finances publiques reposent sur le principe d'annualité budgétaire. Pour engager des dépenses d'investissement qui seront réalisées sur plusieurs exercices, la collectivité doit inscrire la totalité des crédits requis dès la première année, puis reporter d'une année sur l'autre le solde des crédits non utilisés au cours de l'exercice. Reste à réaliser. Conformément à l'article L. 2311-3 du Code général des collectivités territoriales, la procédure des autorisations de programme AP et des crédits de paiement CP est une dérogation à ce principe. Elle vise à planifier la mise en œuvre d'investissements sur le plan financier, mais aussi organisationnel et logistique, en respectant les règles d'engagement. Elle favorise la gestion pluriannuelle des investissements et permet d'améliorer la visibilité des engagements financiers à moyen terme. Les autorisations de programme représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année N pour la couverture des engagements contractés dans le cadre de l'autorisation de programme. Chaque autorisation de programme comporte les besoins prévisionnels par exercice comptable de crédit de paiement. À tout moment, les autorisations de programme et crédits de paiement pourront être modifiées par délibération du conseil municipal. Un état des autorisations de programme et de crédits de paiement au 31/12/N-1 sera présenté au premier conseil municipal de l'année N. Il conviendra alors d'actualiser les autorisations de programme et crédits de paiement, et notamment de définir si les crédits non consommés sur chacune des opérations inscrites au programme devront être reportés sur l'exercice comptable suivant ou déclarés caducs. En application de cette procédure d'autorisation de programme et de crédit de paiement, il est proposé le programme 6 juin. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la mise en place de la gestion par autorisation de programme et crédit de paiement pour les opérations présentées dans le document annexé, d'inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la ville, d'autoriser monsieur le maire à signer tout document s'y rapportant. Merci. Y a-t-il des remarques?
Je n'en vois pas. Nous procédons au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non. Je vous remercie. Rapport numéro 35, le budget primitif 2020. Alors, conformément à la loi numéro 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, loi NOTRe, et notamment son article 107. Conformément au Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2313-1 et suivants. Conformément à l'instruction budgétaire et comptable M57, applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif. Conformément à l'ordonnance numéro 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19, et notamment son article 4. Le vote de l'organe délibérant adoptant le budget primitif doit intervenir au plus tard le 31 juillet 2020. Considérant la tenue du débat d'orientation budgétaire lors du conseil municipal du 2 juillet 2020, il est proposé aux membres du conseil municipal de voter le budget primitif 2020 de la ville, du camping et du cinéma. Les modalités de vote sont les suivantes. Vote par nature. Vote au niveau du chapitre pour les sections de fonctionnement et d'investissement, sans vote par opération. Pour parfaire votre information et ainsi saisir les enjeux des différents budgets, vous trouverez 6 juin une note de présentation des budgets, brève et synthétique, reprenant les informations essentielles du budget principal, du budget camping et du budget cinéma. Les principales masses de ces budgets sont les suivantes. Alors, budget principal ville. Le budget s'équilibre en section de fonctionnement à 17 726 121,43 €. En section d'investissement à 3 421 010,49 €. En section de fonctionnement, les inscriptions budgétaires 2020 sont similaires à celles de 2019 pour les chapitres 011, charges à caractère général, correspondant au fonctionnement des services pour un montant de 3 300 000 €. Chapitre 012, charges de personnel pour un montant de 8 341 600 €, malgré une dépense exceptionnelle liée au versement de la prime Covid s'élevant à 32 100 €. Afin de tenir compte des travaux d'entretien devant être engagés dans les bâtiments, chaudière, toiture, une provision de 460 000 € sera inscrite au budget. Concernant les chapitres 65 et 67, et suite au passage de la nomenclature budgétaire et comptable M57, les articles du chapitre 67 ont été quasiment intégralement transférés au chapitre 65. Aussi, l'inscription au chapitre 67 a été diminuée, passant de 418 080 € en 2019 à 10 000 € en 2020. À noter que seuls les titres annulés sur exercice antérieur sont comptabilisés au chapitre 67 en M57. Concernant les recettes de fonctionnement, l'inscription au chapitre 70, produits de services, a été diminuée de 45%, passant de 550 000 € en 2019 à 300 000 € en 2020. Cela s'explique par la fermeture de nombreux services municipaux durant la période de crise sanitaire de mars à fin juin 2020. Écoles d'art et de musique, location de salles, spectacles, cantines, centres de loisirs, structures petite enfance. L'inscription au chapitre 73 impôts et taxes est sensiblement la même que l'année passée,
soit un montant de 9 480 000 euros. Les taux de la fiscalité directe locale, TH, TFPB, TFPNB et TFE, seront maintenus ainsi que les valeurs locatives. L'inscription au chapitre 74, dotation et participation, est moindre par rapport à 2019, du fait principalement de la baisse de la dotation globale de fonctionnement, qui est de moins 150 000 euros. Un virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est opéré pour un montant de 1 200 000 euros. Concernant la section d'investissement, les projets d'investissement représenteront 1 550 000 euros et parmi les projets engagés cette année, on peut citer les fonds de concours à la communauté de communes Cœur de France, les études et travaux concernant la création de la restauration scolaire à Malard, la maîtrise d'œuvre concernant la réfection du cours Manuel, le relevage de l'orgue à l'église paroissiale, les investissements dans les bâtiments, remplacement de chaudière, toiture, travaux de mise en norme en termes de sécurité. Ces investissements d'un montant global de 1 550 000 euros seront financés de la façon suivante. Emprunt à hauteur de 350 000 euros correspondant au financement de la cantine Malard. À noter qu'il convient d'identifier la dette liée à toute création de services transférables, afin d'être en capacité de rattacher la dette lors du transfert de compétences, s'il y a transfert à la communauté de communes. Virement de la section de fonctionnement vers l'investissement de 1 200 000 euros. Concernant l'inscription 2020 en termes d'emprunt, la collectivité est amenée à régulariser la dette liée à la cession à Cœur de France de l'atelier de bijouterie Mondor en 2014. En effet, l'écriture comptable liée à cette dette n'a pas été réalisée à l'époque, supposant aujourd'hui d'inscrire les 140 000 euros correspondants. Aussi, les crédits inscrits en 2020 sur la ligne d'emprunt sont de 490 000 euros. Cantine Malard, donc 350 000, plus dette de l'atelier Mondor, 140 000 euros. Concernant la dette en capital pour l'année 2020, et du fait du niveau d'emprunt modéré sur 2020, la municipalité va poursuivre le désendettement à hauteur de 1 187 120 euros. Concernant le budget annexe du camping, le budget s'équilibre en section de fonctionnement à 49 611,56 euros et en section d'investissement à 23 204,13 euros. L'équilibre budgétaire nécessite l'inscription d'une subvention d'équilibre de 39 100 euros en provenance du budget principal de la ville. En termes d'investissement, des fonds seront consacrés à la remise aux normes électriques du site. Budget annexe cinéma. Le budget s'équilibre en section de fonctionnement à 65 148,67 euros. En section d'investissement à 25 210,38 euros. L'équilibre budgétaire nécessite l'inscription d'une subvention d'équilibre de 43 350 euros en provenance du budget principal de la ville. En termes d'investissement, le compte de soutien, TSA, taxe audiovisuelle, a été délégué à Cinéode en réponse à sa demande à compter du 1er janvier 2019. Aussi, le concessionnaire engagera les dépenses d'équipement et bénéficiera en parallèle d'un soutien financier de l'ordre de 90% via ce fonds. Terminé. Bien. Le 1,5 million d'investissement représente seulement une partie des investissements. Y a-t-il des remarques? Dominique?
Oui, merci. Donc on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Donc nous ne sommes pas favorables aux orientations présentées dans ce budget primitif pour plusieurs raisons. Concernant le fonctionnement, nous regrettons la diminution du nombre de salariés pour entretenir, voire embellir la ville de Saint-Amand, alors qu'une maison de service au public a déjà mobilisé plusieurs salariés pour une diminution du service rendu sans que les salariés de cette maison de service au public en soient responsables, évidemment. On peut regretter également une fiscalité élevée et une perte de 150 000 €, ça a été dit, de la dotation pour le budget 2020. En ce qui concerne les investissements, les projets présentés, certes indispensables pour plusieurs d'entre eux, sont pour nous petits bras et insuffisants pour rendre la ville attractive. Je redis également que pour rendre une ville attractive et repasser la barre des 10 000 habitants, nous avons besoin d'orientations allant vers le mieux-disant pour la population actuelle et, nous l'espérons, à venir. Cela passe notamment par une fiscalité efficace, des bâtiments communaux rénovés et isolés, des services publics de haut niveau, des commerces de proximité renforcés et une politique culturelle étendue. Voilà, je vous remercie. Et je voudrais ajouter juste un point par rapport justement aux investissements. Il n'y a aucune ligne pour l'école de musique qui est dans un état déplorable, on le sait tous. Moi j'en fais partie, c'est absolument scandaleux, ce n'est même pas légal. Donc je me pose la question de qu'est-ce qu'on va faire d'eux. C'est vrai, c'est un sujet de campagne et effectivement, on va regarder ça de près. Pour Dominique, on n'a que 4 mois pour réaliser les investissements et on doit clôturer ça au mois de novembre. Donc il nous est compliqué cette année de pouvoir faire de gros projets et de gros investissements. Nous allons penser... Jennifer ? Juste, je voudrais savoir si justement pour les prochains budgets, on sera concerté justement pour pouvoir en fait, nous aussi en tant que conseillers, pouvoir, voilà, et en tant que représentant de la population, en tout cas d'une partie de la population, pouvoir aussi donner notre avis avant qu'on en arrive au vote. Jennifer, depuis le début, je dis que nous sommes 29 et nous travaillerons à 29. Donc, vous allez voir que les choses vont changer. Marie, pardon. Excuse-moi. Je voulais savoir où en était le projet de la maison de santé. Je ne l'ai pas vu dans le détail du budget. Je voulais savoir si ça avance ou si effectivement les délais font qu'on ne peut pas trop avancer dans ce domaine. Mais c'était une des promesses de campagne et je pense que ça va revenir très souvent sur le tapis. Tu as raison, Marie. La maison de santé, c'est compétences communautaires. Le vote de la communauté de communes de l'installation sera samedi et c'est un sujet qui sera tout de suite en route. Et aussi, on sera aussi ensemble sur ce sujet, puisque j'ai créé une commission, pas une commission, un comité de travail et vous serez impliqués dans ce comité. On procède au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? 2 votes contre, Dominique et Jennifer. Je vous remercie. Quelques informations. Demain, je retire de l'ordre du jour le point sur le nouveau logo. Nous en avons parlé ensemble, nous avons plein d'idées et vous serez impliqués aussi dans cette démarche. Donc nous prenons le temps et nous verrons ça une autre fois. Et puis il y aura un nouveau point. Le prochain conseil municipal est le 17 septembre. C'est ça ? 17 septembre. Et on nous demande de faire avant le mois de septembre, de voter le point de désignation des membres de la commission communale des impôts directs, le CCID. On ne va pas refaire un conseil municipal avant le 17 septembre, donc le rajouterons à l'ordre du jour demain. Je pense que tout est fait. Le conseil municipal est terminé. Je vous remercie.